Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble le dossier AB InBev, le géant belge de la bière. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses, rejoignez le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action AB InBev. Donc après un plus haut en 2015 à 107 €, on se retrouve à 50 €, donc divisé par 2. Après un crash en 2020, on n'a pas retrouvé les plus hauts. Qu'est-ce qui se passe sur cette action? Alors, on regarde l'évolution du chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane, on est sur une croissance de 3,5%, donc c'est à peu près la croissance du PIB mondial. Sur cette dernière année 2023, on se retrouve sur une croissance de 2,5%. Il y a eu un rattrapage, comme un peu partout, en 2021, 2022. Mais en 2023, on retrouve la croissance normative de l'entreprise. On voit qu'il n'y a pas trop d'acquisitions. Il y a eu une énorme acquisition ici, ça doit être une fusion avec un autre géant du secteur. Mais ici, on n'a pas trop d'acquisition, donc l'entreprise est plutôt sur une croissance organique. On va tout de suite analyser ce qui se passe en termes de taux de marge. Donc le taux de marge brut est en baisse depuis 2020. Donc là, l'entreprise a perdu du pricing power, à mon avis. Elle n'arrive pas à monter autant ses prix qu'elle pouvait le faire avant. Avant, elle avait un avantage concurrentiel qui est indiqué par une marge brute au-dessus de 60%, c'est la règle de Warren Buffett. Là, actuellement, on a touché un point bas de marge brute à 53%, et on est en train de rebondir. Donc, il faudrait regarder dans les conférences calls et dans les rapports financiers, qu'est-ce qui explique cette perte de pricing power. Est-ce que c'est plutôt un changement d'habitude des consommateurs? Voilà, il doit y avoir des éléments. La bière, à mon avis, n'est pas un produit qui permet de faire des hausses de prix, mais je peux me tromper. Donc ça, c'est à regarder sur le secteur et sur les rapports de l'entreprise. Le taux de marge d'EBITDA, pareil, il a un peu chuté depuis 2020, il s'est stabilisé, il est en train de remonter un tout petit peu à 31%, mais 31% c'est quand même un niveau très élevé en termes de marge opérationnelle, donc là on est plutôt bon sur ce taux de marge opérationnel, et le taux de marge net est pile sur la médiane historique à 11%, 10-11%, donc là-dessus c'est quand même très bon, il y a une bonne efficience financière, on est assez loin du seuil de rentabilité, bonne visibilité sur la génération de bénéfices nets sur les prochains exercices. Donc là-dessus, on est quand même sur une entreprise qui est convenable en termes de qualité. Regardons maintenant ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets, il y a un trou de 40 milliards. Qu'est-ce qui explique ceci? Est-ce que c'est le besoin en fonds de roulement qui est de plus en plus pénalisant pour l'entreprise? Regardons ça. Si on se met en cumulé sur la période, on va voir si ça peut expliquer une partie de cette différence. Donc on a une variation du BFR qui est négative, donc c'est pas ça l'explication. Il faut aller chercher dans les tableaux de trésorerie pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence. Est-ce qu'il y a des énormes capex qui sont passés et une moindre génération de cash flow opérationnel? Il faut regarder dans les tableaux de trésorerie. En tout cas, pour valoriser l'entreprise, il vaut mieux prendre ses free cash flow plutôt que ses bénéfices nets, puisque les free cash flow représentent mieux la rentabilité de l'entreprise. On va tout de suite regarder la rentabilité opérationnelle. On voit que on est sur un ROIC de 9,5, c'est quand même très bon, avec une médiane autour de 10, c'est très très bon, c'est-à-dire que l'entreprise pourrait autofinancer une croissance de 9,5% si son industrie croissait autant, et si c'est pas le cas, elle peut redistribuer le différentiel en dividende à ses actionnaires ou en rachat d'actions. Donc là-dessus, ce qu'on voit, c'est plutôt bon en termes de ROIC. Regardons maintenant ce qui se passe en termes d'endettement. La dette nette face à l'EBITDA, donc une explosion de la dette en 2016, à mon avis il y a dû avoir un rachat, c'est pour ça. Depuis, le bilan ne fait que se désendetter, la dette nette ne fait que baisser, alors que l'EBITDA est constant, donc là on est quand même sur un niveau d'EBITDA qui est entre 3,5 et 4 fois, c'est quand même assez élevé comme niveau de dette. Donc à mon avis les multiples sont pas trop élevés pour cette entreprise, puisque le bilan est quand même très chargé. On voit qu'en termes, alors il y a peut-être dans cette dette nette des loyers, ça c'est dû à la norme comptable IFRS, donc il faut voir si cette dette nette est réelle, et c'est réellement ce niveau de dette nette que l'entreprise supporte, ou s'il y a des loyers qui sont inclus dedans, auquel cas l'endettement est plus faible. Mais si on prend la valeur telle quelle, ici on est endetté quand même à 3,5, 4 fois, bon, c'est quand même assez lourd comme niveau d'endettement, on est en moins de, allez, on est à 8 fois, peut-être 7-8 fois les free cash flow. Bon voilà, si le management dans son allocation du capital privilégie le désendettement, ça devrait bien se passer. Il faudrait qu'il privilégie ceci en tout cas. On regarde maintenant
ce qui se passe justement en termes de free cash flow et de retour aux actionnaires. On voit que l'entreprise reverse un tiers de son free cash flow en dividende, donc ça c'est très sain. Bon niveau de sûreté du dividende, mais il était trop élevé en 2018 à mon avis, ils ont dû couper ou ils l'ont réduit par la suite. Donc là on est sur un rendement d'à peu près 3% pour cette action. Le dividende à mon avis peut augmenter encore un peu plus, mais il faut quand même privilégier le remboursement de la dette. À mon avis c'est ce que fait le management, c'est pour ça que le dividende n'augmente pas beaucoup plus. Donc là-dessus, si on est satisfait de ce niveau actuel de rendement, on pourrait se positionner sur ce titre, en attendant que le bilan se désendette. À mon avis, il va pas trop augmenter. En termes de dilution, on n'a pas beaucoup de variations d'actions. Si on a un peu de variations, à mon avis, il n'y a pas de plan de rachat d'actions très clair, à moins qu'il ait été lancé en 2024 et qu'il augmente ponctuellement. Là-dessus, on n'est pas sur une entreprise qui rachète régulièrement ses actions. Est-ce que la valorisation mériterait des rachats d'actions? Regardons ceci, on est très endetté, donc on va regarder la valeur d'entreprise sur EBITDA. Le multiple historique en valeur d'entreprise sur EBITDA est à 12,7, actuellement on est à 9,3. Donc on a un point bas depuis 2020. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité sur ce dossier? Ça va être la conclusion de l'analyse. Donc AB InBev, on est sur un secteur plutôt mature, qui a une croissance assez faible, mais des parts de marché aussi qui sont très stables, donc il y a de la visibilité. Le bilan est assez lourd, donc le management privilégie à mon avis le désendettement. Le dividende présente un rendement qui est correct, mais il ne va pas beaucoup évoluer ce rendement. Et les multiples sont quand même bas, mais ça reflète le risque du dossier à cause de la dette. Donc, on peut s'intéresser à AB InBev, à mon avis, commencer à regarder, voir à quel moment le bilan deviendra un peu plus léger en termes de dette, peut-être quand ça passera sous 3 fois les bidas, et peut-être se positionner à ce moment-là si on est intéressé par ce secteur qui est plutôt à mon avis du fond de portefeuille. En tout cas, il y a peut-être une revalorisation des multiples à jouer sur le court terme une fois que la dette aura été résorbée. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.